Ok, rebonjour camarades. Du coup, on va commencer ici. On a le plaisir d'accueillir Johan Douet, comme je le disais, chercheur et auteur plusieurs ouvrages, notamment celui-ci, qui est celui notamment pour lequel on a décidé de l'inviter, L'hégémonie et la révolution, qui est paru fin 2023, je pense. Mais également d'un autre ouvrage que tu as édité avec différentes interventions d'auteurs et d'autrices sur Gramsci, qui s'appelle Une nouvelle conception du monde, Gramsci et le marxisme. Et donc on t'a invité pour parler un peu de Gramsci, sous le prisme des questions stratégiques, parce qu'on sait que c'est un auteur qui a beaucoup travaillé des aspects de stratégie, et de voir en quoi est-ce que ces questions-là, et la façon dont Gramsci les a traitées, peuvent encore être pertinentes pour comprendre l'actualité aujourd'hui. Donc je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je t'en prie. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très content de parler ici parce que c'est issu d'un travail universitaire. J'ai fait ma thèse en philo sur Gramsci, mais le but de travailler sur Gramsci, en particulier de ce livre-là, c'est que ce soit utile pour des militants et pour la réflexion politique, surtout à l'extrême gauche. J'ai aussi longtemps milité dans l'équivalent français de la gauche anticapitaliste, le NPA. Donc, je pense que je me suis posé, et je continue de me poser un peu le même genre de problème que les militants ici. Pour l'organisation de l'exposé, si j'ai bien compris, c'est prévu en 3 parties. Donc mes 3 parties, ça sera d'abord revenir sur la vie de Gramsci et tout le contexte historique de ces élaborations, en particulier le fascisme, l'Union soviétique, etc. Deuxième point, qui revient sur ses apports conceptuels fondamentaux, en particulier la notion d'hégémonie et une notion liée de guerre de position. Et troisième moment sera un moment plus sur l'actualité potentielle de ces conceptions, parce que ça a été élaboré il y a un siècle, dans un contexte qui est quand même différent, et voir comment on peut utiliser ces conceptions aujourd'hui. Et alors là, ça appellera sûrement plus de discussions entre nous, parce que aussi je réfléchis à partir du contexte politique français, et qui n'est pas nécessairement le même, il y a des différences. Donc vous pourrez aussi m'apprendre plein de choses là-dessus, je l'espère. Donc Gramsci, il est né en Italie, en Sardaigne, en 1891, dans une petite ville. La situation de l'époque de l'Italie, elle est très importante pour comprendre sa pensée. La situation de l'époque de l'Italie, c'est une situation d'unification nationale très jeune. Il y a eu le Risorgimento, le mouvement d'unification nationale, qui s'est achevé en théorie en 1870, et le pays est très mal unifié. Alors, formellement, il est unifié politiquement, mais économiquement, il est clivé entre le nord et le sud. Nord riche, industriel, sud pauvre, agricole. Il est également clivé, le pays fragmenté culturellement et linguistiquement. Alors, entre le nord et le sud, mais aussi entre les différentes régions, les différents dialectes. Gramsci réfléchit beaucoup, on n'y reviendra pas, je pense, on n'aura pas le temps, mais sur les diversités linguistiques, l'absence de langue nationale populaire dans le pays. Les îles, la Sicile et donc la Sardaigne dont vient Gramsci, même si on regarde la carte, on a l'impression que c'est dans le nord, en fait, socialement, c'est le sud. Ça fait partie du Mezzogiorno, c'est-à-dire c'est agricole, c'est pauvre, c'est une région périphérique de la formation sociale italienne. La Sardaigne est constituée de nombreux paysans qui, par ailleurs, peuvent aussi être exploités, soit à temps partiel, soit à temps plein, en travaillant dans des mines. Et en général, en fait, il y a une situation que Gramsci pense comme une situation d'impérialisme intérieur entre le nord et le sud. Il dit que le sud, la Sardaigne en particulier, c'est une colonie interne du nord. Il y a tout un tas de dispositifs politiques et économiques qui maintiennent le sud dans une situation de sous-développement et qui en profitent, qui exploitent ce sous-développement au profit du nord. Et aussi avec le maintien d'une situation sociale quasi féodale dans le sud. Le sud est aussi divers, ça dépend des régions, mais il y a quand même cette logique de grande propriété foncière, avec des propriétaires qui se comportent et qui vivent un peu comme des aristocrates, et des paysans qui sont maintenus dans une situation quasi de servage. Et bien sûr, il y a une énorme puissance de l'Église catholique, qui joue un rôle dans le maintien de cet édifice social. Cela étant, en Sardaigne, il y a un fort mouvement régionaliste, et dans lequel, en fait, Gramsci va faire ses premières armes. C'est ça qui va le familiariser avec la lutte, la pensée politique.
Alors Gramsci lui-même, c'est le fils d'un petit fonctionnaire qui a été en prison pendant 6 ans, pendant son enfance, pour malversation. Que ce soit vrai ou non, il est en fait en prison pour une question de vengeance. En gros, il a soutenu le mauvais candidat à des élections, etc. Et donc, quand l'autre a gagné, il a un peu puni les alliés de son rival, et dont le père de Gramsci. Et ça a probablement influencé l'image que Gramsci va toujours avoir d'une Italie arriérée, sous-éduquée, corrompue, bureaucratique, inefficace, etc., qu'il va souvent opposer dans sa réflexion à la France, qui aurait été beaucoup plus avancée comme pays. Pourquoi ? On y reviendra sûrement, parce que la France, il y a eu une révolution, une vraie révolution, la Révolution française, qui a modernisé les structures sociales et politiques du pays, alors que l'Italie n'a jamais connu de vraie révolution. L'unification nationale s'est faite par en haut, sur le mode d'une révolution passive, et donc les structures sociales arriérées, etc., ont persisté. Bref, du coup, cette situation personnelle et la situation du sud de l'Italie, en tout cas, en général, a influencé la philosophie de l'histoire de Gramsci, et notamment le fait qu'il considère du coup un capitalisme développé, moderne, comme celui qui est en Amérique. Il y a beaucoup de notes sur l'américanisme dans les réflexions de Gramsci, comme beaucoup plus désirable en fait qu'un capitalisme arriéré mélangé avec des restes de féodalisme comme en Italie. Et par ailleurs, tout ça permet aussi de comprendre un autre aspect. Une des autres choses qui l'intéresse beaucoup, c'est la question de la bureaucratie et du poids de la petite bourgeoisie dans la structure sociale italienne, puisque c'est le milieu dont il vient. Bon, pendant que son père est en prison, du coup, Gramsci vit dans une très grande pauvreté. Il doit travailler alors qu'il a une dizaine d'années. Et par ailleurs, il a de gros problèmes de santé, une tuberculose osseuse qui va le laisser bossu et qui va faire qu'il va avoir des problèmes de croissance. Il ne fera qu'1,51 m quand il sera adulte. Il aura toute sa vie des migraines, etc. Ces raisons de santé là vont expliquer le fait que lorsqu'il sera en prison, ça va être particulièrement douloureux et difficile pour lui, et que ça va finir par le tuer, en plus évidemment du traitement réservé par les geôliers fascistes. Alors, toujours est-il que Gramsci est un élève brillant, et donc il quitte sa Sardaigne natale pour Turin en 1911, où il fait des études linguistiques. Et en fait, Turin, c'est tout l'inverse, c'est le cœur du capitalisme italien développé, moderne, industriel, productif. Et c'est là où le prolétariat est le plus combatif. Turin, en 1917, il y a 500 000 habitants, 180 000 salariés et 150 000 ouvriers d'usine. C'est extrêmement industriel, c'est le centre du textile et c'est aussi le centre surtout de la métallurgie, qui est la pointe du capitalisme à l'époque, en particulier avec la Fiat, d'énormes usines. Il y a 20 000 travailleurs manuels à la Fiat à cette époque-là. Bon, dans ce contexte-là, Gramsci va adhérer au Parti socialiste, c'est en 1912. À l'époque, il n'y a pas de distinction, donc Parti communiste, Parti socialiste. Les révolutionnaires sont dans le Parti socialiste. Et peu à peu, très rapidement, en fait, il abandonne ses études pour devenir journaliste politique, puis militant professionnel plus tard. Donc, journaliste politique dans les journaux de l'organisation, dans les journaux liés au Parti socialiste. Bon, il y a évidemment en 1917 la Révolution russe, et après la Première Guerre mondiale, dans le sillage de la Révolution russe et de la crise d'après-guerre, crise économique, politique et sociale, il y a un énorme mouvement social de 2 ans, de lutte de classe intense, le Biennio Rosso, les 2 années rouges, chez les ouvriers, mais aussi dans les campagnes, chez les paysans, avec des occupations de terre notamment. Et c'est à Turin que le mouvement est le plus intense, et Gramsci en fait partie intégrante. Alors le mouvement à Turin prend la forme est dirigé en quelque sorte par des conseils d'usine, qui est une forme organisationnelle que Gramsci va théoriser et va promouvoir, parce qu'à l'époque, initialement, il existait des commissions d'usine, un peu, je sais pas, comme les comités d'entreprise, où le personnel était représenté mais qui n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et Gramsci va dire il faut prendre ces commissions d'usine et en faire des conseils ouvriers qui seraient en quelque sorte l'équivalent en Italie des soviets en Russie. Et à partir de cette forme de représentation des travailleurs au sein de l'usine qui n'avait pas grande importance, il dit il faut
en faire l'organe d'auto-organisation à partir duquel il serait possible d'édifier un nouveau type d'État, un État proprement prolétarien, comme les soviétiques l'ont fait avec les soviets. Bon, il va promouvoir cette forme organisationnelle, et bon, ça ne va pas aller jusqu'à l'État prolétarien, évidemment, mais ça va être l'organe au sein duquel les ouvriers vont s'auto-organiser et vont diriger d'énormes grèves en avril et en septembre 1920. Grèves dans toute l'Italie, mais donc en particulier à Turin. Et des grèves qui vont s'accompagner d'occupation d'usines, de production sous contrôle ouvrier, et même d'autodéfense armée. Donc les ouvriers étaient dans l'usine avec des fusils, etc. Bon, c'était juste après la Première Guerre mondiale, donc il y avait plein d'armes en circulation. Donc c'est allé extrêmement loin. Il y avait une sorte d'embryon, en quelque sorte, de double pouvoir au niveau de Turin. Malheureusement, ce n'était pas dans toute l'Italie. Voilà. Et Gramsci donc participait à ce mouvement-là en théorisant, réfléchissant, en dialoguant avec les travailleurs en lutte. Et il a fondé un journal qui s'appelait l'Ordine Nuovo, avec un certain nombre de camarades, dont Palmiro Togliatti, qui sera le chef du Parti communiste italien après Gramsci, et donc pendant près de 40 ans, jusqu'à sa mort en 1964. Un personnage extrêmement important de l'histoire italienne. Et bref, toujours est-il qu'à la tête de ce journal, l'Ordine Nuovo, il participe à la lutte en tant qu'intellectuel, mais aussi en fait en tant qu'organisateur. Il n'est pas chef d'un syndicat ou d'un parti, mais il anime un journal qui est lu, qui a une influence, et ça va influencer sa conception de ce qu'il appellera plus tard, lorsqu'il sera en prison et qu'il réfléchira là-dessus, le journalisme intégral. L'idée que le journalisme ne doit pas uniquement donner des informations objectives, mais doit former son public, doit éduquer et hausser le niveau culturel et politique de son lectorat. Ce qui est sa conception du journaliste, et en général ce qui est sa conception de ce qu'il appellera les intellectuels organiques qui doivent être organiquement liés à un groupe social, à une classe sociale, et tout en réciproquement les organisant, c'est-à-dire en haussant leur niveau de confiance politique et d'organisation. Bon, toujours est-il que ce mouvement ne va pas aller jusqu'au bout, ne va pas aller jusqu'à la prise du pouvoir. Il va avoir des gains importants. Augmentation de salaire, ils vont gagner des congés payés, etc. Mais c'est une victoire donc en un sens social et économique, mais qui va rapidement être rongée par l'inflation et par, évidemment, 2 ans après, par le fascisme. Et donc c'est une victoire économique, mais qui est vécue en fait comme une défaite politique par Gramsci, mais aussi par les travailleurs en lutte. Et ça s'explique en particulier par le fait que le Parti socialiste italien, le PSI, qui est toujours unifié à l'époque, n'a pas véritablement mis tout son poids derrière ce mouvement, et que le syndicat lié au Parti socialiste, la CGIL, Fédération générale du travail italien, des travailleurs italiens, va pas non plus avoir mis tout son poids, loin de là, et va même avoir été réticente à ce mouvement trop organisé, trop spontané, trop radical. Et donc ça va décider Gramsci à fonder un parti révolutionnaire, un parti communiste, ce qui se fait au congrès de Livourne en janvier 1921, où il y a le 18e congrès du Parti socialiste, et où là les révolutionnaires actent la scission avec le reste du parti. Donc ce qui se fait un peu dans toute l'Europe à l'époque, sous l'impulsion de l'internationale communiste après la Révolution russe. Bon, au début, il n'est pas le chef du parti, c'est Amadeo Bordiga, le chef. Alors, Bordiga, c'est un personnage intriguant, c'est un excellent organisateur, mais c'est quelqu'un d'honnête, de courageux, à la fois contre le fascisme et le stalinisme, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sectaire et dogmatique. Alors, dans les théories qu'il défend, il y a l'idée de l'invariance du marxisme, c'est-à-dire, le marxisme c'est chez Marx, et puis en termes d'organisation c'est chez Danquefer,
Mais voilà, on ne va plus changer rien. Invariance de la théorie. L'idée de loi de l'histoire. Société est régie par des lois, les lois du développement historique, qui prévoient que le prolétariat va gagner un moment. Loi de l'histoire. Le parti est conçu comme un petit noyau de révolutionnaires qui attend son heure, qui attend qu'il y ait une crise révolutionnaire. Et à ce moment-là, en quelque sorte, le parti descendra vers les masses pour en prendre la direction, mais très peu activiste en attendant. Et avec l'idée que les alliances politiques avec des réformistes et a fortiori avec des forces bourgeoises progressistes sont complètement exclues. Donc, très sectaire, et bon, en 1920, lorsque le Parti socialiste existait encore, il y avait même l'idée de s'abstenir de participer aux élections. Ce qu'il ne fallait pas donner dans cette mascarade qu'étaient les élections bourgeoises. Bordiga, c'est l'une des personnes que Lénine critique dans le gauchisme ou la maladie infantile du socialisme. Donc c'était lui le dirigeant du parti communiste à ses débuts. Gramsci était à la direction, mais ce n'était pas lui le chef. Bon, et donc évidemment, ça ne va pas être une stratégie qui va très bien marcher lorsque le fascisme est en train de monter et que, du coup, des fronts uniques seraient requis contre lui. Et donc, suite, en fait, à partir de 1923, sous la sollicitation de l'Internationale communiste, Gramsci va essayer de prendre la direction du Parti communiste italien, de dégager Bordiga, pour appliquer une ligne politique plus souple, en particulier donc des fronts uniques, qui sont prônés à l'époque par l'Internationale communiste, ligne avec laquelle Gramsci est d'accord. Bon, juste un petit point, en parallèle de tout cela, il y a évidemment la montée du fascisme, qui est extrêmement rapide. Le fascisme, les fasci di combattimento, les faisceaux de combat, sont fondés par Mussolini à Milan le 23 mars 1919. Au début, les fascistes ne font pas grand-chose, ils ne sont pas très nombreux, pas très puissants. Ils font un coup d'éclat le 15 avril 1919 en attaquant et en dévastant le siège de l'Avanti, le grand journal du Parti socialiste à Milan. Mais à part ce coup d'éclat, ça reste un mouvement très minoritaire. Et en fait, il se développe énormément à l'automne 1920. Pourquoi ? Parce que c'est la fin du grand mouvement du Biennio Rosso dont je vous ai parlé là. Donc c'est un moment de reflux de la lutte des classes. C'est à ce moment-là que les fascistes peuvent remonter, parce qu'il n'y a plus trop de... Enfin voilà, il n'y a plus la puissance des ouvriers et des paysans en lutte en face. Et par ailleurs, le fascisme va connaître toute son ascension dans les campagnes, parce que ils vont attaquer militairement les syndicalistes paysans notamment, qui occupent des terres, etc., qui réclament plus de droits dans les campagnes, et donc qui sont directement au service des intérêts des grands propriétaires fonciers dans les campagnes, puis ensuite des industriels dans la ville, et donc ils vont avoir le soutien des classes dominantes. C'est à ce moment-là qu'ils connaissent véritablement une ascension fulgurante, et donc entre fin 1920 et octobre 1922, avec la marche sur Rome, lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est de plus en plus, ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus... il y a de plus en plus d'attaques contre toutes les organisations liées au Parti socialiste et au petit Parti communiste. Donc voilà le contexte. Alors, Gramsci, avant de prendre la direction du Parti communiste italien, il va à Moscou en 1922-1923 pour travailler à l'Internationale communiste, au Comintern, la 3e internationale, notamment en vue du 4e congrès, et donc en tant que représentant du Parti communiste italien. Ils envoient Gramsci parce qu'il est sur des positions plus souples et plus proches de celles de l'internationale que Bordiga, et donc il peut un peu faire l'intermédiaire. Mais donc, comme je vous ai dit, là-bas, les Russes, puisque c'est les Russes qui dirigent en définitive l'internationale, vont se dire qu'il vaudrait mieux que ce soit Gramsci que Bordiga à la tête du Parti communiste italien. Bon, toujours est-il que Gramsci passe 1 an et demi à Moscou. Pour la petite histoire, c'est là où il rencontre sa femme,
qu'il ne verra que finalement très peu de temps dans sa vie. Il la verra un peu à Moscou à ce moment-là, il viendra le voir un petit peu en Italie, mais bon, lui, après Moscou, il passe 6 mois à Vienne, ensuite il peut rentrer en Italie malgré le fascisme parce qu'il est élu député en avril 1924. Et il croyait avoir l'immunité parlementaire, donc il l'a eu un petit peu, mais donc là, il rentre en Italie, comme je vous disais, il prend la direction du Parti communiste italien peu à peu. Il fonde un journal, il a fondé et animé des journaux dans sa vie. Hein. En premier lieu, il était journaliste, mais pour lui, évidemment, même une fois qu'il a été proprement dit dirigeant politique, il a toujours considéré que le fait d'organiser les informations, la culture et donc de créer des journaux est une activité politique fondamentale. Il fonde un journal qui a été le grand journal communiste tout au long de l'histoire du Parti communiste italien, qui s'appelle l'Unità, l'Unité. Et bref, toujours est-il qu'il fait tout ça entre 1924 et 1926, mais en novembre 1926, malgré son immunité parlementaire, il est arrêté par les fascistes. Il est en prison, il est condamné à un procès, lors d'un procès en 1928 à 20 ans de prison. Il y a une phrase célèbre du procureur qui dit « il faut empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans ». À partir de février 1929, il a le droit d'écrire, et il écrit ce qui est resté comme les grands textes qu'on étudie aujourd'hui le plus, savoir ces cahiers de prison, qui sont en fait 33 cahiers d'écoliers, remplis de notes sur plein de choses différentes, politique, culture, littérature, histoire, etc., qui sont difficiles à comprendre, parce que c'est d'abord des notes qu'il a prises pour lui-même, au fil de ses lectures, même si bon, parfois c'est beaucoup plus systématisé et long quand même, mais bon, qui sont difficiles à comprendre, et aussi parce que il utilise un peu des codes. Il dit Illich pour Lénine. Alors, je vous avais fait passer des textes, je ne sais pas si vous les avez regardés, mais par exemple, oui, Lénine, il dit Illich, il dit Amadeo pour Bordiga, etc. Bon, ça, c'est pas le plus dur à déchiffrer, ces codes. Mais aussi, il emploie des termes comme philosophie de la praxis pour désigner le marxisme. Et là, du coup, c'est pas qu'un code, c'est aussi une manière de redéfinir un peu ce qu'est le marxisme. Du coup, qui n'est pas vu uniquement comme un ensemble de lois, comme le pensait par exemple Bordiga, mais justement comme la philosophie de la praxis, c'est-à-dire de l'activité des êtres humains dans l'histoire, de l'activité de lutte en vue de leur émancipation notamment. Bon, voilà, donc c'est tout un travail de redéfinition, de reconceptualisation du marxisme. C'est pour ça que ce petit livre collectif, j'avais choisi le titre Une nouvelle conception du monde, qui est une expression de Gramsci, parce qu'il voit vraiment le marxisme comme une nouvelle conception du monde. Et pas juste comme la répétition de vieux schémas qui auraient déjà été donnés par Marx et qu'il ne suffirait de répéter. Bref, pendant ce temps-là, d'activité intellectuelle intense alors même qu'il est en prison, la prison va quand même le tuer à petit feu, en raison aussi de ses maladies préexistantes, comme on l'a dit. Il est libéré par Mussolini en 1935. Et en fait, à cette date-là, il n'est pas vraiment libéré, il est envoyé dans une clinique. Mais il n'est déjà plus en état d'écrire, il est en trop mauvaise santé, et il finit par mourir en 1937. Donc voilà le parcours de Gramsci. Alors, deux petits points historiques et qui ont une importance pour bien comprendre tout ce qu'il raconte. Alors c'est pareil, c'est des textes que vous avez peut-être pu regarder. Il y a un échange de lettres juste avant son emprisonnement, en octobre 1926, entre lui, donc dirigeant avant son emprisonnement, donc c'est toujours le dirigeant effectif du Parti communiste italien, et Togliatti, donc son ami, camarade, et ce second en quelque sorte, qui est à Moscou, donc qui occupe le rôle que Gramsci occupait quelques années avant. Et il y a un échange de lettres parce qu'à cette époque-là, il y a d'énormes débats au sein du comité central du Parti communiste d'Union soviétique entre la majorité, dirigée par Staline, Alia Boukharine, et l'opposition unifiée, où il y a Trotsky, allié à Zinoviev et Kamenev. C'est Trotsky la grande figure. Alors Gramsci le débat à l'époque, c'est en particulier, est-ce qu'on met fin ou non à la NEP ? Gramsci est plutôt d'accord sur le fait qu'il faut continuer la NEP,
nouvelle politique économique qui permet une certaine... qu'il y ait des rapports marchands dans les campagnes et du coup une économie paysanne qui n'est pas socialisée. Mais l'idée de l'adoption de la NEP à l'origine, c'était en 1921, que on va mettre un arrêt à la socialisation, au communisme de guerre, pour laisser en quelque sorte les campagnes respirer, une économie paysanne se reconstituer, qui a un peu de prospérité. Donc on remet en quelque sorte une toute petite dose de capitalisme, mais dans l'idée que l'URSS est tellement exsangue qu'il faut permettre un peu de croissance, on dirait aujourd'hui, de progrès économique. Et aussi dans l'idée de ménager la relation entre les bolcheviks et puis la classe sur laquelle ils s'appuient, le prolétariat, et la grande masse de la population russe, à savoir donc la paysannerie. Et donc Gramsci, lui, il est plutôt pour l'idée qu'il ne faut pas mettre fin à la NEP, il est trop tôt pour faire la collectivisation de l'agriculture dans les campagnes. Donc il est plutôt d'accord avec Staline. Mais il critique quand même les méthodes de Staline et de la majorité du comité central du Parti communiste d'Union soviétique, parce qu'il se rend bien compte que ça risque d'aller loin jusqu'à la liquidation des adversaires. Et pour lui, tous ces gens sont les dirigeants des dirigeants de la Révolution d'octobre, des dirigeants du premier et seul État avec un socialiste. Et donc, même lorsqu'ils ont des désaccords radicaux, ils ne doivent pas se liquider, ils doivent régler leurs désaccords selon les méthodes du centralisme démocratique. Et donc il critique un peu, il dit, bon, moi, vu de l'extérieur, en tant que dirigeant italien, voilà, j'ai plein de respect et d'admiration pour vous, dirigeants de la Révolution réussie, etc. Mais il ne faut pas aller trop loin, même dans le cas de la majorité avec laquelle je suis d'accord. Et ça va suffire en fait à s'attirer les foudres de Staline, et ça explique sans doute pourquoi Staline et l'URSS vont faire finalement très peu d'efforts pour libérer Gramsci. Parce qu'il aurait été possible qu'il y ait des négociations entre l'URSS et le régime fasciste, en lâchant des trucs en échange, mais pour que Gramsci soit libéré. Ça a été le cas avec d'autres dirigeants, avec Dimitrov, qui avait été arrêté par les nazis, et finalement il a été libéré. Bon. Alors, ça c'est une importance pour la vie de Gramsci lui-même, mais ça a aussi une importance théorique, ce débat, parce que ce qui est en jeu dans ce débat, et là c'est le point sur lequel Gramsci est d'accord avec la majorité du Parti communiste d'Union soviétique, donc avec Staline, c'est l'idée que, pourquoi il ne faut pas mettre fin à la NEP? Parce que, comme je disais, il faut ménager l'alliance entre le prolétariat et la paysannerie. Ce qu'il faut conserver, donc, c'est l'hégémonie, la direction, l'alliance sous la direction de la classe ouvrière avec la paysannerie. Et d'après Gramsci, à cette époque-là, collectiviser tout de suite l'agriculture, ça mettrait fin à cette alliance et donc à cette hégémonie. Et c'est cette idée d'hégémonie du prolétariat sur la paysannerie, c'est quelque chose qu'il va développer à la même époque dans un texte important qui est les réflexions sur la question méridionale. Donc vraiment écrit en 1926 aussi, au moment où il envoie les lettres, il écrit sûrement un peu avant, mais c'est un texte qui n'est pas fini du coup parce qu'il se fait arrêter avant de pouvoir le finir et de le publier. Et il réfléchit à la situation italienne cette fois-ci, pas russe, et il se dit, en Italie, le prolétariat est majoritaire, en particulier dans le sud, pardon, pas le prolétariat, la paysannerie est majoritaire, en particulier dans le sud. Du coup, si on veut faire la révolution, ça va être le prolétariat qui va la guider, parce que le prolétariat est plus concentré, il habite dans les villes, il est plus avancé aussi culturellement et politiquement, il est beaucoup plus socialiste. Mais bien que ça soit dirigé par le prolétariat, il faut entraîner avec, il faut diriger, il faut s'allier avec la paysannerie. Donc hégémonie du prolétariat sur la paysannerie, et en plus pour lui, donc avec la petite bourgeoisie intellectuelle. Donc cette idée d'hégémonie, c'est pas Gramsci qui l'invente, c'était déjà des choses qui étaient défendues par les bolcheviks, et mise en œuvre lors de la Révolution russe, par Lénine, lorsque en 1917, juste après avoir pris le pouvoir, il fait le décret sur les terres, c'est-à-dire il donne les terres aux paysans qui les avaient déjà occupées, qui avaient occupé les grandes propriétés sur lesquelles ils travaillaient. Il leur donne les terres, c'est une manière de s'allier avec la paysannerie. Et de même, comme je vous disais, la NEP, c'était une manière de faire une alliance avec la paysannerie
sous direction du prolétariat, mais donc de réaliser cette hégémonie. Bon, en fait, ça remonte à même plus loin, ça remonte aux années 1900, au débat entre bolcheviks et mencheviks, etc. Mais on n'a pas le temps de développer tout ça. Donc toujours est-il que Gramsci développe cette idée d'hégémonie à la fois dans le cas russe et dans le cas italien, à partir de la réflexion sur le rapport entre prolétariat et paysannerie. Bon, ça c'était le premier point, les réflexions de 1926. Et alors, un autre point historique important pour comprendre tout ce que va raconter et va développer Gramsci dans les cahiers de prison, c'est ce qui se passe en 1928. En 1928, il y a un tournant, à la fois dans la politique en Union soviétique et dans la politique de l'internationale communiste. Un tournant à gauche, en quelque sorte. En fait, c'est comme si, dans le cas soviétique, c'est comme si Staline reprenait les positions qu'il avait critiquées 2 ans avant, à savoir les positions de Trotsky sur la collectivisation de l'agriculture. Sauf qu'il le reprend d'une manière extrêmement brutale, et c'est du jour au lendemain, il décide de collectiviser l'agriculture et de réprimer les paysans qui ne veulent pas, etc. Ce qui va aboutir à des désastres, à une famine, et même à des crimes de masse, comme les millions de gens morts de cette famille, en particulier en Ukraine. Famine réelle, hein, mais qui s'explique par la collectivisation, mais qui en plus a été instrumentalisée et en particulier et en partie du coup artificielle. Bon, toujours est-il qu'il y a ce tournant. Donc, évidemment, Gramsci n'est pas d'accord avec ça parce que c'est l'opposé même de ce qu'il pense comme hégémonie du prolétariat sur la paysannerie. Réprimer la paysannerie en la forçant à collectiviser l'agriculture et bon, il n'avait pas probablement connaissance des famines, des crimes de masse, etc. Mais même le sens politique que ça avait s'opposait complètement à ce qu'il voulait faire. Bon, et le tournant de l'international à peu près au même moment, au 6e congrès de l'internationale communiste en juillet 1928, c'est aussi un tournant qui peut avoir l'air de gauche, hein, vers plus de radicalisme, c'est le tournant vers une politique qui a été qualifiée de classe contre classe. C'est-à-dire on abandonne la stratégie de front unique, de travail à la base, avec les réformistes, etc. Désormais, c'est classe contre classe, et tous les partis ou groupes sociaux-démocrates sont assimilés le terme de l'époque utilisé était social-fascisme. Les sociaux-démocrates, en fait, ce n'est pas des démocrates, c'est des sociaux-fascistes. Et cette nouvelle politique va évidemment amener à des désastres, et en particulier va favoriser la montée. En Italie, de toute façon, le fascisme est déjà au pouvoir, mais bon, ça ne va pas aider la lutte contre le fascisme. Mais surtout, en Allemagne nazie, ça va favoriser la montée du nazisme et son arrivée au pouvoir, parce que les deux partis extrêmement puissants du mouvement ouvrier, le Parti communiste et le Parti socialiste, au lieu de s'unir à la base contre le nazisme, vont se taper dessus pendant des années, dans l'idée que le Parti communiste allait remplacer les réformistes, etc., qui par ailleurs étaient vraiment des crapules. C'était les gens qui avaient assassiné Rosa Luxembourg, les dirigeants en 1919 du Parti socialiste. Mais bon, face au nazisme, comme disait Trotsky, il faut s'allier avec le diable et sa grand-mère. Et c'est ça la logique de Front unique. Mais du coup, c'était la logique contre laquelle... dont s'était détourné complètement l'internationale communiste après son 6e congrès. Et donc évidemment, à nouveau, Gramsci est complètement en désaccord avec ça. Alors maintenant, il est en prison, donc il ne va pas écrire de lettres à Staline pour lui dire qu'il n'est pas d'accord, mais il va développer toutes ces réflexions des cahiers de prison avec ça en tête, avec l'idée qu'il faut... La stratégie doit reposer sur l'idée d'hégémonie du prolétariat sur la paysannerie, et avec l'idée que pour lutter contre le fascisme, il faut une unité à la base des forces antifascistes ouvrières, déjà, et éventuellement même l'étendre à des forces bourgeoises ou petites bourgeoises progressistes, démocrates. Et il propose notamment un mot d'ordre qui est celui d'assemblée constituante. Il dit,
ne faut pas faire de la propagande et de la lutte à la base en disant on veut le communisme, on veut la révolution prolétarienne. Bah, il faut le dire, mais à court terme, si on veut bien lutter efficacement contre le fascisme, il faut proposer un mode transitoire qui est l'Assemblée constituante, en disant ce qu'on veut, c'est le retour de la démocratie, mais sur une vraie démocratie radicale, et donc il faut tout refonder dans le système. À l'époque, hein, en plus, en Italie, c'est une monarchie. Et donc il faut revendiquer une Assemblée constituante comme moyen, comme transition pour faire déjà se débarrasser du fascisme, et puis à terme, relancer les dynamiques de mobilisation populaire, de politisation, en vue de la transition vers le socialisme proprement dit. Voilà, donc voilà tout le contexte et l'arrière-plan des élaborations de Gramsci, sachant que c'est une fois en prison qu'il va vraiment développer les textes, écrire les textes où sont développées sa conception, ce qu'elle a de plus original, et donc en particulier sa notion d'hégémonie et celle qui est liée de guerre de position, dont je vais parler après. Donc après cette présentation biographique et historique, là, on va s'attaquer aux gros morceaux, les notions. Bon, on ne va pas tout revenir sur toutes les notions importantes en détail, mais je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est l'hégémonie et aussi cette notion qui lui est liée, celle de guerre de position. Alors, c'est des mots, des expressions qui circulent pas mal hein, dans les médias, qui peuvent être repris par des hommes politiques de tous bords, et qui en général sont déjà souvent mal comprises. L'idée qu'en politique, il faut faire la guerre de position ou la lutte hégémonique, c'est souvent compris déjà d'une manière, on va dire, gradualiste ou réformiste ou purement institutionnelle. Donc en gros, c'est souvent pris en mode, faut arrêter de croire à la révolution, il faut passer à une perspective gradualiste ou réformiste. Bon, comme l'indique le titre du livre « L'hégémonie et la révolution », moi je suis de l'avis que ce n'est pas le cas en fait, et que les deux sont complètement interdépendantes. Pour Gramsci, parler et réfléchir sur l'hégémonie, c'est essayer de voir à quelles conditions on peut faire la révolution, pas du tout proposer une alternative à la perspective révolutionnaire. Alors, l'hégémonie, autre mauvaise compréhension, hein, c'est souvent réduit en fait à sa dimension culturelle. Et souvent, lorsqu'on parle d'hégémonie, lorsqu'on entend parler d'hégémonie, c'est comme synonyme par exemple de bataille des idées. C'est l'idée qu'il faudrait mener une bataille des idées avant de pouvoir remporter la victoire politique. Et la victoire politique serait juste du coup la conséquence, le fruit mûr qui tomberait une fois qu'on aurait gagné la bataille des idées. Ça c'est une conception qui est à la fois assez simpliste et pas très intéressante. Et en quelque sorte, on peut dire idéaliste. C'est comme si, juste en gagnant par les idées, on pouvait gagner le conflit politique. C'est un peu tout ce contre quoi s'est construit le marxisme, et dire ça, c'est un peu étrange pour un philosophe marxiste comme Gramsci. Donc ça déjà met la puce à l'oreille sur le fait que c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça chez lui. Par ailleurs, autre chose qui met la puce à l'oreille, c'est que cette conception de bataille des idées a pu être reprise, et en fait, l'idée d'hégémonie comme bataille des idées a été reprise et diffusée par des intellectuels d'extrême droite, en particulier quelqu'un qui s'appelle Alain de Benoît, qui à la fin des années 70 s'est mis à lire Gramsci, pas très en profondeur, mais bon, s'est mis à le lire et à l'interpréter, et a dit, comme les marxistes ont l'hégémonie dans le monde intellectuel, dans la culture, nous, l'extrême droite, il faut qu'on mène la bataille des idées, la lutte hégémonique contre eux, et c'est ça qui nous fera gagner à un moment donné le pouvoir politique. Donc il a réduit Gramsci à cette idée-là, et surtout il a essayé de renverser Gramsci contre le marxisme. Et je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, c'est quelque chose qui continue d'être utilisé. Donc il y avait Alain de Benoît qui a dit ça à la fin des années 70, qui a organisé, peu après la victoire de Mitterrand en 81, qui a organisé, je ne sais plus, en 82 ou 83, un colloque intitulé « Pour un gramschisme de droite ».
Et en fait, cette référence à Gramsci dans la droite et l'extrême droite, elle a eu beaucoup de succès. Elle a été reprise par Sarkozy en 2017 parce que Sarkozy avait un conseiller d'extrême droite qui s'appelait Patrick Buisson, qui du coup avait été un peu formé par Alain de Benoît. Et Gramsci du coup peut être cité par Macron, etc. Mais aussi il est toujours très présent dans le Rassemblement national. Hein, et il y a des dirigeants, Marion Maréchal Le Pen par exemple, bon, elle n'est plus au Rassemblement national, mais elle y était encore à ce moment-là. Elle a créé un institut de formation intellectuelle pour former des cadres du RN. Elle voulait faire une sorte de Sciences Po d'extrême droite, et tout ça avec des références à Gramsci. Voilà, donc l'extrême droite continue. Et puis il y a même des cadres moyens, genre des députés du Rassemblement national, qui le citent quand ils passent à la radio, à la télé, par exemple. Mais parfois, du coup, en faisant des erreurs grossières, je ne sais plus qui avait fait ça, mais il avait dit ce grand philosophe marxiste, Ramsey. Alors c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Gramsci qui s'appelle Razmik Kechoyan. Bon, peut-être qu'il y a une confusion là. Bref, toujours est-il que ça montre que c'est une sorte d'élément de langage, mais sans véritable connaissance. Mais en tout cas, c'est intriguant que ce soit si présent à l'extrême droite. Bref. Toujours est-il que pour Gramsci, donc l'hégémonie, ça ne se réduit pas évidemment à la bataille des idées, ça ne se réduit pas non plus à sa pure dimension culturelle, même si la dimension culturelle, elle est complexe et elle ne se réduit pas elle-même à la bataille des idées. L'hégémonie, elle est toujours ancrée, elle est toujours aussi à la fois culturelle et politique, et elle est toujours ancrée dans l'économie. C'est toujours, en fait, ce qui intéresse Gramsci, l'hégémonie d'une classe. Donc, forcément, c'est ancré dans l'économie. Bon, on l'a déjà dit un peu avec ces réflexions sur la question méridionale de 1926. L'hégémonie, c'est une question d'alliance de classe entre le prolétariat et la paysannerie, sous la direction du prolétariat. Hégémonie est étymologiquement et direction, hein, c'est synonyme. Avec l'idée que, en fait, ce qui avait manqué en 1920 dans le biennium Rousseau, là, l'une des raisons de l'échec, à part la bureaucratisation des syndicats et du Parti socialiste et leurs dérives réformistes, l'une des raisons de l'échec, c'était le manque d'unité entre les mouvements ouvriers, d'occupation d'usines, etc., et les mouvements paysans, d'occupation des terres, etc. Donc, il a manqué l'alliance des classes et l'hégémonie. Donc pour cela, il faut que le prolétariat ait une activité hégémonique. Enfin, le prolétariat, du coup, par l'intermédiaire du parti qui défend de manière la plus conséquente ses intérêts, à savoir le Parti communiste révolutionnaire. Il faut qu'il ait une politique en direction de la paysannerie, une activité hégémonique, comme donc l'avait fait Lénine en 1917 en donnant la terre, ou en 1921 avec la NEP, etc. Donc il faut faire droit aux intérêts propres des paysans et pas leur imposer des conceptions du monde, des politiques d'une manière par en haut. De même, dans le cas italien, il ne faut pas imposer au Sud la domination ou le centralisme venant du Nord. Donc il faut faire droit aux intérêts propres du Sud, du Mezzogiorno, et donc par exemple, il faut envisager des autonomies régionales, etc. De même, les coutumes et éventuellement même les superstitions folkloriques locales, il ne faut pas arriver avec sa théorie rationaliste, marxiste, en disant que c'est n'importe quoi. Il faut trouver un moyen de les comprendre, les éduquer peu à peu, notamment dans la lutte. C'est pour tout ça aussi que l'hégémonie va donner aux intellectuels un rôle important, central même. Et Gramsci, ce qu'il défend, toujours dans ce texte de 1926, c'est que, ce qu'il maintiendra dans les cahiers de prison, c'est que pour gagner l'hégémonie sur le Sud, il faut aussi gagner l'hégémonie sur les intellectuels du Sud, la petite bourgeoisie progressiste, en particulier intellectuelle, et pas... Enfin, c'est un intermédiaire nécessaire, donc il faut l'hégémonie non seulement sur les paysans, mais aussi sur la petite bourgeoisie progressiste. Et ça, c'est une innovation, en quelque sorte, par rapport... l'accent qu'il met là-dessus, c'est une innovation par rapport à ce que pouvaient dire les bolcheviks, qui, comme je vous ai dit, parlaient déjà aussi d'hégémonie. Bien, alors, dans les cahiers de prison,
Donc Gramsci parle extrêmement fréquemment d'hégémonie, mais ce qu'il étudie explicitement, c'est beaucoup moins l'hégémonie du prolétariat que l'hégémonie de la bourgeoisie, ou l'absence d'hégémonie de la bourgeoisie. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons de prudence, hein. Il est en prison, ses cahiers peuvent être lus par les fascistes, etc. Donc il ne faut pas peut-être traiter trop explicitement de choses directement politiques. Mais bon, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il veut utiliser en quelque sorte l'histoire de la bourgeoisie, depuis la Révolution française jusqu'à à son temps, aux années 1920, comme une sorte de laboratoire historique pour comprendre ce qu'est l'hégémonie, le pouvoir de classe, et aussi pour comprendre ce qu'est l'hégémonie bourgeoise afin de mieux lutter contre elle et mieux la renverser. Toujours est-il que, à partir de sa réflexion sur l'hégémonie de la bourgeoisie, il va essayer de repenser ce qu'est le pouvoir en général. Et il va dire, le pouvoir d'une classe, c'est pas que la domination, donc la domination, la force, la coercition, la répression, tous ces termes étant liés, mais c'est aussi donc l'hégémonie, ou encore le consentement, ou encore la persuasion. Donc on redéfinit le pouvoir de classe, c'est plus que cette dimension négative, répressive, mais il y a une dimension positive en quelque sorte, hégémonique, de consentement. Donc on peut définir l'hégémonie comme ça, c'est la capacité à susciter et à organiser le consentement d'autres groupes sociaux, ou d'une grande partie de la société. Une capacité à susciter, à organiser le consentement, organiser parce que ça passe par des appareils, des institutions, des organisations, etc. Bref, le pouvoir de classe n'est pas que domination, mais aussi hégémonie. Ça, c'est lié au fait que le pouvoir de classe, du coup, ne va pas s'exercer que par l'État, mais aussi, dit Gramsci, par la société civile, expression à laquelle il donne un sens particulier. Donc c'était dans les textes que je vous avais envoyés, même si tout ça était peut-être un peu cryptique. Donc Gramsci, il dit, il y a deux grands étages au niveau, deux grands étages dans la superstructure. Celui que l'on peut appeler de la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vulgairement dits privés, et celui de la société politique ou de l'État. Ils correspondent à la fonction d'hégémonie que le groupe dominant exerce sur toute la société, et à la fonction de domination directe ou de commandement qui s'exprime dans l'État et dans le gouvernement juridique. Donc d'un côté, il y a l'État, là où est concentrée la force, la coercition. Donc d'un côté, il y a l'État constitué par la police, son cœur, la police, l'armée, la justice, la bureaucratie administrative, et éventuellement, dans les pays où il y en a un, qui a un rôle réel, ce qui n'est pas le cas dans l'Italie fasciste, le Parlement. Donc ça, c'est l'État proprement dit, où Gramsci dit, pour éviter les confusions, la société politique. D'un autre côté, il y a ce qu'il appelle la société civile, un ensemble d'organisations, d'institutions, vulgairement dit privées, constituées de l'Église, ou des églises, d'associations de tout type, culturelles, sociales, de femmes, de jeunes, etc. Les syndicats, la presse et d'autres médias, les écoles, les universités, et des institutions culturelles, l'édition, le théâtre, etc. Donc l'État, au sens strict, pour lui, il concentre en quelque sorte le pouvoir de classe de la classe dominante. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en son sein pour les classes dominées, pour les subalternes. En revanche, dans la société civile, dans l'ensemble, ça a plutôt pour effet de maintenir et de défendre la domination de la classe existante, mais en même temps, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre pour les classes dominées ou subalternes, parce que dans la liste que je vous ai donnée là, il y a les syndicats par exemple. Bon, les syndicats, selon leur politique, leur orientation, ils peuvent avoir des effets de canalisation, de maintien des luttes, mais bon, c'est quand même des organisations qui expriment des intérêts propres
des classes subalternes. Et donc dans la société civile, c'est un ensemble extrêmement divers et un réseau complexe de différents types d'organisations et d'institutions. Dans la société civile, il y a de la marge de manœuvre, beaucoup plus que dans l'État au sens strict, pour les luttes populaires. Et donc c'est en premier lieu au sein de la société civile que va se déployer la lutte hégémonique de la part des subalternes. Bien, alors, ça en quelque sorte, c'est le terrain de la lutte. C'est pas pour Gramsci, dont je vous ai dit, l'hégémonie, c'est une manière de repenser le pouvoir, bon, mais c'est pas une notion impersonnelle ou anonyme, il y a en quelque sorte, on peut dire, un sujet de l'hégémonie. Il y a un sujet qui exerce l'hégémonie, et en l'occurrence, c'est un groupe social, et en l'occurrence, pour Gramsci, en tant que marxiste, c'est en définitive une classe qui exerce l'hégémonie. Dans une société bourgeoise, c'est la bourgeoisie qui, du coup, va avoir l'hégémonie établie, c'est-à-dire même si elle a son pouvoir réside en définitive sur la domination, sur la coercition, la capacité de répression, elle a aussi, en temps normal, la capacité de susciter et d'organiser du consentement au sein de la société. Il n'y a pas perpétuellement des révoltes, de la crise peut-être, mais pas perpétuellement des révoltes. Il y a un consentement, même s'il peut prendre la forme de la résignation, à la domination bourgeoise. Donc il y a de l'hégémonie, même si c'est impur, minimal, etc. Donc l'hégémonie établie, c'est, en temps normal, la classe dominante qui l'a. Dire que l'hégémonie a un sujet, qu'il y a un groupe social qui l'exerce, ça ne veut pas dire que ce sujet il serait donné d'emblée, préconstitué, etc. L'une des originalités de Gramsci au sein du marxisme, c'est plutôt d'insister sur le fait que, même si l'hégémonie donc, a un sujet, ce sujet il n'est pas donné, mais il se, en quelque sorte, redéfinit tout au long du processus de lutte. L'unité d'un groupe social, d'une classe en particulier, n'est jamais donnée, elle est toujours fragile, précaire, et une expression qu'il emploie, c'est le terme de volonté collective. Les volontés collectives sont toujours très fragiles et elles peuvent être détruites très rapidement. Il l'a vécu, il l'a observé. Le fascisme, en quelques années, va détruire le mouvement ouvrier organisé principalement autour du Parti socialiste, qui n'était pas qu'un parti et pas que des syndicats, mais qui était un ensemble ramifié extrêmement complexe d'organisations de tout type, d'associations culturelles, de bourses du travail, de coopératives, etc., etc. Mais tout ça, toute cette volonté collective du mouvement ouvrier va être détruite extrêmement rapidement. Bref, donc l'unité des groupes sociaux et l'unité des classes sociales, elle n'est pas donnée, elle est précaire, fragile. Et en fait, l'idée de Gramsci, c'est que les groupes sociaux, ils n'existent en tant que force sociopolitique unifiée que dans la mesure où ils sont organisés. C'est-à-dire, organisation au sens large, mais c'est-à-dire dans la mesure où ils partagent des cadres d'action et des visions du monde. Il n'y a d'existence d'un groupe social en tant que groupe social ou d'une classe en tant que classe en particulier que dans la mesure où cette classe est organisée. La classe, elle se définit, elle est ancrée dans des positions économiques, mais en fait, à mesure qu'elle intensifie sa lutte et s'approche de plus en plus donc, de l'hégémonie, de renverser l'hégémonie établie par une nouvelle hégémonie, elle se transforme. Autrement dit, à mesure qu'elle s'organise ou qu'elle développe une culture et des visions du monde qui correspondent à ses intérêts, cette classe, c'est comme ça qu'elle va pouvoir s'unifier et gagner en autonomie. Pour penser ça, Gramsci dit, en fait, il faut le processus d'unification autonome d'une classe, de sortie de la subalternité vers la conquête d'une nouvelle, d'une véritable autonomie. Il va dire, ça revient à passer d'un niveau de conscience et d'organisation économico-corporatif à un niveau de conscience et d'organisation proprement politique ou hégémonique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Économico-corporatif, c'est quand, en fait, au sein d'une classe, il y a de la solidarité, il y a des rassemblements, il y a des organisations, mais qui sont limitées. Par exemple, un corps de métier.
au sein de la classe bourgeoise, dans son histoire, il y a des moments où c'était les commerçants, ou les commerçants dans tel secteur, qui étaient organisés, qui se sentaient solidaires, etc., donc qui partageaient une conscience de groupe et une organisation. Donc ça, ils sont organisés, mais autour d'intérêts économiques particuliers et corporatistes. Ils ne sont pas organisés à l'échelle de la classe en général. À l'inverse, lorsqu'on passe à un niveau de conscience et d'organisation proprement politique ou hégémonique, la classe en général est organisée au niveau de la classe et en plus comprend que pour la satisfaction de ses intérêts historiques fondamentaux, il faut aller au-delà du système actuel. Et que pour cela, il faut entraîner d'autres classes, d'autres groupes sociaux. Donc le niveau de conscience de la classe l'amène à, en quelque sorte, se dépasser elle-même vers la prise en compte des intérêts d'autres groupes sociaux. Donc par exemple le prolétariat, lorsqu'il atteint ce niveau de conscience et d'organisation proprement politique ou hégémonique, dit Gramsci, il a conscience qu'il faut assumer, prendre en charge également les intérêts particuliers des paysans, du sud de l'Italie, de la petite bourgeoisie intellectuelle, etc. etc. Et donc il ne faut pas juste s'en tenir à ses intérêts particuliers corporatistes, mais pas même à ses intérêts particuliers de classe, mais qu'il faut assumer les intérêts particuliers de la plupart des groupes sociaux subalternes. Bien, donc c'est comme ça, donc c'est en parcourant tout ce processus historique de passage d'un niveau de conscience et d'organisation économico-corporatif à un niveau proprement politique ou hégémonique, donc en s'unifiant, en gagnant en autonomie, c'est comme ça que la classe ou les subalternes vont de moins en moins subir, dit Gramsci, l'initiative historique des autres groupes et de plus en plus affirmer leur activité autonome dans l'histoire. Ce qui veut dire, c'est comme ça qu'ils vont réussir à sortir de la subalternité. La subalternité, c'est quoi ? C'est un terme aussi qui revient moins dans l'espace médiatique que dans les sciences sociales, mais le terme de subalterne, ça désigne le fait d'être soumis à l'initiative historique d'autres groupes sociaux, c'est-à-dire de voir peser sur soi, en quelque sorte, le poids de l'histoire, d'être écrasé par les déterminations sociales et en définitive par le pouvoir social d'autres groupes sociaux. Et donc à mesure qu'une classe sociale développe son activité de lutte autonome, elle va de plus en plus sortir de la subalternité, même si en fait la sortie définitive de la subalternité suppose de prendre le pouvoir, de renverser le pouvoir d'État établi. C'est ça l'achèvement, en quelque sorte, l'horizon de la lutte hégémonique. C'est cette sortie de la subalternité qui passe à un moment donné par une véritable prise du pouvoir. Donc en fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que pour Gramsci, construire et gagner l'autonomie pour les subalternes, ça ne veut pas du tout dire construire des cadres de vie autonomes en marge du système de pouvoir établi. À un moment donné, ça implique toujours une confrontation avec le pouvoir de la classe dominante, en particulier tel qu'il est concentré dans l'État, mais à un moment donné, en plus, ça impliquera de renverser le pouvoir de l'État. Donc c'est pas on construit l'autonomie en marge, c'est on gagne, on conquiert l'autonomie. Même s'il faut, avant la prise du pouvoir, évidemment, déjà créer des cadres partiels, des organisations autonomes, propres aux subalternes au sein de la société civile, mais en sachant que ça, c'est toujours menacé par la répression, par éventuellement le fascisme, etc. Et en fait, donc, la lutte hégémonique, c'est tout ce processus par lequel un groupe social subalterne va pouvoir passer de la subalternité pure, on est complètement écrasé par le poids de l'histoire et le pouvoir des classes dominantes, à l'autonomie intégrale. Donc, cette lutte hégémonique, en fait, c'est un synonyme de la lutte des classes, mais la lutte des classes qui serait menée jusqu'au bout. Il y a un spécialiste, un philosophe français qui est mort maintenant, mais spécialiste de Gramsci, qui s'appelle André Tozzel, qui a parlé de lutte des classes élargie, pour, en quelque sorte, comme synonyme de la lutte hégémonique. Pourquoi
lutte des classes élargie, parce que ce n'est pas la lutte des classes restreinte qui s'en tiendrait uniquement à des enjeux économiques. Alors les enjeux économiques, ils sont importants, ils sont fondamentaux, mais si on s'en tient à des enjeux exclusivement économiques, on en reste au niveau économico-corporatif. Donc il faut aller au-delà des enjeux exclusivement économiques, sans quoi on risque d'aboutir à un éparpillement, une désagrégation, dit Gramsci, des luttes des différents secteurs des masses subalternes pour chacun de ces secteurs luttant pour ses intérêts propres corporatifs. Donc ne serait-ce que pour échapper à cela, la lutte des classes elle doit être élargie, se déployer également dans d'autres dimensions que la seule dimension économique, et en particulier donc, dans la dimension politique, en visant donc le pouvoir d'État, le renversement révolutionnaire du pouvoir actuel et l'établissement d'un nouveau type d'État. Donc ça rejoint des choses qu'il y a dans Que faire de Lénine, par exemple. Lénine, dans Que faire, il dit, bon, les révolutionnaires, ils ne doivent pas juste se contenter de... Enfin, les marxistes, ils ne doivent pas juste se contenter de lutte trade unioniste, donc exclusivement syndicaliste. Ils doivent viser le pouvoir d'État, et ils doivent aller dans toutes les classes de la population et aller voir les paysans pour défendre leurs intérêts, aller voir les petits bourgeois progressistes qui sont anti-tsaristes pour leur dire bah, nous aussi on est anti-tsaristes, etc. Et ils doivent donc en quelque sorte se situer à un niveau, en se situant comme ça à un niveau proprement politique, être en mesure d'assumer de prendre la direction de différents types de luttes et donc d'en prendre d'avoir sur elle l'hégémonie. Bon, Gramsci, en ce sens-là, il est vraiment fidèle, il développe, il complexifie des conceptions qui sont déjà en germe chez Lénine. Donc, je viens d'évoquer la dimension politique de la lutte hégémonique, mais évidemment, on y vient enfin, il y a une dimension culturelle. C'est vrai de dire que Gramsci insiste sur la dimension culturelle et qu'une de ses grandes originalités, c'est d'insister sur le front culturel de la lutte des classes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette lutte hégémonique dans sa dimension culturelle ? Déjà, ça se situe un peu à tous les niveaux. Ça se situe au niveau le plus complexe, le plus élaboré intellectuellement. Lorsque Marx écrit des critiques de Hegel, c'est de la lutte hégémonique culturelle. Gramsci, lui, il polémique avec les philosophes néo-hegeliens de son temps. C'est de la lutte hégémonique culturelle. Mais, évidemment, ça ne se passe pas que à ce niveau de bataille des idées au sens le plus complexe. C'est aussi dans la polémique contre les idéologues adverses. Donc dans les médias, aujourd'hui, on dirait, mais par la presse de son temps. Mais en fait, ça se situe aussi, la lutte culturelle, c'est pas que en termes d'idées, en termes intellectuels, ça se situe aussi à des niveaux plus profonds. Et en particulier, au niveau de l'éducation. Ce qui joue un rôle fondamental dans la lutte hégémonique des subalternes, c'est l'élévation du niveau culturel et politique des masses subalternes. Par de multiples organisations et associations, le fait de hausser le niveau culturel en général et d'éducation politique, évidemment, ça a une importance centrale, mais ça ne prend pas forcément la forme d'associations spécifiques. Ça passe aussi par les syndicats, les partis, etc. Et cette élévation du niveau culturel, elle peut être vraiment fondamentale. Se situer à un niveau très, très simple, très fondamental. En Russie, après 1917, ce qui a joué un rôle décisif, et ce qui est important dans l'idée que Gramsci a de la lutte hégémonique, c'est des campagnes d'alphabétisation de masse. Alphabétisation de masse, en particulier en direction des paysans, parce que comment peut-on construire le socialisme si les gens ne sont pas alphabétisés ? Ça semble difficilement possible, et donc campagne d'alphabétisation de masse, ça joue un rôle fondamental dans la lutte hégémonique culturelle. Et de même la politique linguistique. Après la Révolution d'octobre, il y a eu une sorte de revalorisation des langues autres que le russe. Et ça fait partie de
en donnant une dignité, une marge, une liberté aux langues autrefois dominées, ça fait partie de la lutte hégémonique. Voilà, donc le front culturel de la lutte hégémonique, il est extrêmement divers. Il se situe des niveaux les plus, des sommets jusque à la base, jusqu'à la langue elle-même. Et parfois, Gramsci dit il faut même, c'est même à un niveau qui n'est plus celui des idées, plus celui de la langue, mais qui est même au niveau des sentiments, des affects. Il faut aussi, il dit, une expression qu'il emploie, déplacer des masses de sentiments dans la société. Déplacer des masses de sentiments dans la société, c'est aussi ça, la lutte hégémonique, ce qui peut en particulier passer par l'art, notamment par lui, ce qui l'intéressait particulièrement, c'était le roman. Bon, et bien sûr, encore plus profond en quelque sorte dans cette lutte culturelle, il y a les pratiques de la vie quotidienne. Il a été l'un des premiers à mettre l'accent, par exemple, sur l'américanisme, enfin sur le fordisme, et avec les effets qu'a la consommation de masse sur les subjectivités des classes populaires. Bien, donc, voilà, donc la lutte des classes en un sens élargi, donc comme lutte hégémonique, on peut dire qu'elle est multidimensionnelle, donc hégémonie culturelle, oui, mais en fait toujours indissociable de la recherche du pouvoir politique. Les deux sont interdépendants. Alors, une autre notion importante et souvent pas bien comprise, c'est celle de guerre de position, liée à celle d'hégémonie. Donc une citation célèbre de Gramsci affirmant qu'il faut passer de la guerre de mouvement à la guerre de position, c'est la suivante. Il écrit « En Orient, j'expliquerai après ce que ça veut dire, en Orient, l'État étant tout, la société civile était primitive et gélatineuse. En Occident, entre État et société civile, il y avait un juste rapport, et derrière le vacillement de l'État, on découvrait aussitôt une robuste structure de la société civile. L'État n'était qu'une tranchée avancée, derrière laquelle se trouvait une robuste chaîne de forteresses et de casemates. Plus ou moins d'un État à l'autre, s'entend, mais c'est justement ce qui demandait une attentive reconnaissance de caractère national. » Bon, l'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est, ce à quoi il pense, c'est la Russie tsariste, renversée par la révolution de 1917. Étant donné, en Russie, avant 1917, l'État était tout. C'est une autocratie avec une énorme bureaucratie extrêmement autoritaire, avec une police politique, etc. Et en revanche, la société civile n'était rien. Il y avait très peu d'organisations ou d'institutions autonomes de l'État par lesquelles la classe dominante assurait le consentement. Bon, il y avait sûrement le rôle de l'Église, mais Gramsci n'en parle pas. À l'inverse, en Occident, donc dans les pays d'Europe occidentale plus développés, où le capitalisme est plus développé, les sociétés sont beaucoup plus complexes et la classe dominante a tout un tas d'organisations, d'institutions ramifiées par lesquelles elle peut faire passer son activité d'organisation du consentement chez les autres classes. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une crise économique déclenche directement une insurrection qui renverserait le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut passer, donc c'est pour ça que la guerre de mouvement ne suffit pas, c'est pour ça qu'il faut passer à une stratégie de guerre de position. Tout comme dans la Première Guerre mondiale, en raison des tranchées, etc., les armées qui ont essayé de faire des grandes offensives de guerre de mouvement, ça a amené au désastre. De même, là, le mouvement ouvrier, il doit renoncer à cette guerre de mouvement, il doit passer à la guerre de position, c'est-à-dire conquérir des positions au sein de la société civile, gagner en puissance, et seulement à partir de là, au bout d'un certain moment, prendre le pouvoir.
Donc conquérir des positions, ça veut dire quoi? Ça veut dire... et ça, c'est quelque chose qui est mal compris. Parfois, on attribue à Gramsci l'idée de l'expression de longue marche dans les institutions. Il dirait, bon, il faut faire la longue marche, l'expression maoïste, maintenant, il faut la faire dans les institutions. Il ne faut pas faire la guérilla, bon, évidemment, mais longue marche dans les institutions, c'est-à-dire quoi? Les élections. En fait, déjà, ce n'est pas une expression de Gramsci, c'est une expression d'un militant intellectuel allemand qui s'appelle Rudi Dutschke, militant important dans les années 68, etc. Et bref, Gramsci, il ne dit pas qu'il faut, c'est en participant aux élections en premier lieu qu'on va prendre le pouvoir. À la limite, je ne sais même pas s'il s'est réellement posé cette question, parce que ça n'avait juste pas de sens. Lui, il réfléchissait dans le cadre de l'Italie fasciste. Donc, en revanche, ce qu'il faut faire, et il réfléchissait aussi dans le cadre d'une Europe où, lorsque les sociodémocrates arrivaient au pouvoir, comme en Allemagne après la Première Guerre mondiale, ils ne faisaient pas la révolution, mais ils exécutaient Rosa Luxembourg. Donc, enfin, c'est pas eux qui les ont exécutés, mais ils ont laissé les corps francs le faire. Bref, donc les élections, c'est pas sa première préoccupation. Conquérir des positions, ça veut dire quoi? C'est au sein de la société civile, donc diffuser ses conceptions du monde, mais diffuser des conceptions du monde, c'est pas juste une question de bataille des idées, ça passe aussi par la construction d'organisations, le développement et la construction d'organisations autonomes propres aux classes subalternes. Donc de syndicats, en premier lieu, d'associations de différents types, notamment culturelles, et bien entendu de partis et d'un parti révolutionnaire pour coordonner tout ça. Et c'est à partir de là que d'organisations autonomes comme ça, que peut être aussi à partir de positions propres aux classes subalternes, que peuvent être conquises des positions contestées au sein d'autres institutions, dans l'école par exemple, ou dans le monde de la culture au sens large, dans les médias. Bon, à l'époque, la lutte médiatique, de toute façon, c'était... il ne s'agissait pas d'avoir des tribunes dans les médias bourgeois. Il s'agissait de construire des journaux autonomes, le journal du Parti ouvrier, du Parti socialiste, du Parti communiste, que Gramsci a toujours fait. Donc conquérir des positions, c'est d'abord créer ces positions au sein de la société civile, des positions autonomes. Et c'est ensuite, à partir de ça, qu'on peut contester d'autres organisations ou institutions de la société civile. Et c'est aussi ensuite à partir de ça qu'on peut éventuellement contester l'État au sens strict, en particulier dans les élections. Mais ce n'est pas du tout là le cœur de la stratégie de guerre de position. Toujours est-il que pour les dominants comme pour les dominés, en fait, la lutte hégémonique, elle implique toujours un réseau complexe d'organisations et d'institutions sociopolitiques qui, ce que je vous disais tout à l'heure, sont ce qui assure l'unité, la cohésion des différents groupes sociaux. Du côté des dominants, la pièce maîtresse de cet ensemble complexe d'organisations et d'institutions, c'est l'État. Même si l'État, au sens strict, peut être contesté, s'il y a des positions au sein de l'État qui peuvent être occupées par les forces politiques subalternes, en particulier au Parlement, ils peuvent avoir des députés, Gramsci lui-même était député, même s'il y a des positions qui peuvent être contestées, en définitive, l'État, il cristallise le pouvoir de classe, de la classe dominante. Donc c'est l'État la pièce maîtresse du dispositif d'organisation sur lequel repose l'hégémonie de la classe dominante. Et du coup, ce qui, du côté des dominés, va être la pièce maîtresse de l'ensemble d'organisations qui incarnent la lutte des subalternes, là, ça va être le parti révolutionnaire. Gramsci, il conçoit le parti révolutionnaire par une... non, je viendrai après. En fait, en quelque sorte, on peut dire que l'État, il joue le rôle de parti de la bourgeoisie. C'est lui qui, en définitive, assure l'unité, l'organisation de la classe bourgeoise et promeut ses intérêts dans la société actuelle.
Mais par contre, les dominés, eux, il faut qu'ils aient un parti proprement dit. Donc, c'est-à-dire une organisation qui fait 3 choses, qui exprime les intérêts de la classe la plus avancée, le prolétariat, mais qui, en retour, l'organise et, ce qui est indissociable, l'éduque. Donc il s'agit en fait d'une dialectique, on peut dire, d'expression créatrice ou créative, mais l'un ou l'autre, mais d'expression créatrice. Il faut exprimer la situation sociale, les intérêts de la classe, mais de manière rétroactive, agir pour l'organiser et l'éduquer. Il s'agit de porter en fait la classe vers ses intérêts les plus fondamentaux, qui ne sont pas nécessairement immédiatement aperçus. Il s'agit donc de, ce qui revient à la logique dont on a parlé juste avant, il s'agit de dépasser les intérêts particuliers, corporatifs, vers des intérêts proprement politiques, les intérêts historiques fondamentaux de la classe. Et ça passe évidemment, ça implique plusieurs choses. Ça implique de dépasser les intérêts propres de la classe. Donc le Parti communiste révolutionnaire, ça ne va pas juste être le parti de la classe ouvrière, ça va être le parti de la classe ouvrière, mais en tant qu'elle veut faire la révolution vers le socialisme. Donc ça doit assumer aussi les intérêts particuliers d'autres groupes sociaux, en particulier la paysannerie. C'est ça ce que signifie la lutte hégémonique pour Gramsci. Et donc dans le but du coup de créer une volonté collective, dit Gramsci, nationale populaire, c'est-à-dire qui englobe les différents groupes sociaux subalternes d'un pays. Et ça passe, on l'a dit, par la lutte culturelle. Gramsci, l'expression qu'il emploie, c'est la réforme intellectuelle et morale. Bon, il faut faire une réforme intellectuelle et morale très profonde. On a dit, ça doit aller du niveau des... Il s'agit de diffuser le marxisme dans les masses, mais il s'agit aussi, en définitive, de faire changer jusqu'aux sentiments, aux affects des gens, de faire changer leurs pratiques de vie quotidienne, etc. Bon, tout cela, ce rôle du parti, Gramsci va le penser par analogie avec le Prince de Machiavel. C'est le dernier texte que je vous avais envoyé. Pourquoi ? Parce que le Prince de Machiavel, il était censé fonder un État unifié en Italie. Donc il était censé fonder un nouveau type d'État, alors qu'à l'époque, l'Italie, je vous ai dit, c'est unifié qu'à la fin du XIXe siècle, donc à l'époque de Machiavel, c'était un ensemble de petits États dynastiques, en guerre perpétuelle les uns contre les autres, envahis par des puissances étrangères comme la France, l'Espagne, etc. Et donc, Machiavel, il disait, il faut suivre un prince nouveau, établir un nouveau type d'État pour réaliser cette unité nationale, et forger donc une volonté collective nationale. Bon, la situation est différente à l'époque de Gramsci, parce que le but du jeu, c'est plus de construire un État-nation, c'est de construire le communisme du coup dans un horizon internationaliste. Mais malgré tout, il faut penser le rôle du parti par analogie avec celui du prince de Machiavel, dans la mesure où le parti doit se définir par sa tâche de fonder un nouveau type d'État. Nouveau type d'État, c'est l'expression que Lénine aussi utilisait, par exemple, pour qualifier l'État fondé sur les soviets par opposition à l'État tsariste, mais même à un État démocratique parlementaire bourgeois. Donc fonder un nouveau type d'État. Bon, et alors, cette analogie avec le prince de Machiavel, ça met l'accent sur un problème qui est au cœur de la réflexion de Gramsci, même s'il ne le résout pas forcément. Parce que Machiavel, il est surtout connu pour sa défense de moyens violents, de la tromperie, etc., au service de l'action politique. Et donc, en fait, ce que dit Gramsci, c'est que le parti, il doit être capable d'une action efficace, et éventuellement d'une action violente. Il doit être capable de diriger la révolution. Donc, il doit se définir par son efficacité. Son but est de construire un nouveau type d'État et de renverser le pouvoir d'État existant. Donc, il doit être efficace, discipliné, hiérarchisé. Et Gramsci emploie un certain nombre de métaphores militaires pour penser le parti. En premier lieu, la métaphore de la guerre de position et de la guerre de mouvement. C'est une métaphore militaire qu'il emploie pour penser la lutte politique dirigée par le parti. Bon, ça c'est la première phase. Mais en même temps, le parti, son rôle, c'est d'assurer l'émancipation des subalternes. Donc il doit viser une société sans domination, sans séparation de classe et sans séparation non plus entre intellectuels et masse, sans séparation non plus entre dirigeants et dirigés, etc.
Donc comment concilier ces deux aspects, l'émancipation d'un côté et l'efficacité de l'autre? Bon, c'est tout le problème, je pense que c'est un problème qui est encore actuel. En France, par exemple, les deux organisations de gauche radicale et révolutionnaire que je connais bien, c'est la France Insoumise et le NPA. On peut dire que le NPA a plutôt mis l'accent sur le côté émancipation, et parfois au dépend de l'efficacité, et la France Insoumise, bon, alors c'est pas une partie révolutionnaire, mais a plutôt mis l'accent sur l'efficacité au dépend de l'émancipation au sens de démocratie interne. Voilà, donc les deux, en tout cas, il n'y a pas. Par ailleurs, les deux ne sont pas des organisations de masse telles que pense que doit être le parti, tel que Gramsci pense que le parti doit être. Le NPA, bon, parce que c'est pas très gros, et l'AFI parce que c'est pas une vraie organisation. C'est quelque chose de, bon, la fameuse métaphore utilisée par Jean-Luc Mélenchon étant une organisation gazeuse. Bref, toujours est-il que pour Gramsci, ça c'est vraiment le problème du parti, l'un des problèmes décisifs à résoudre si on veut gagner la lutte hégémonique et faire la révolution, c'est réussir à concilier ces deux aspects, émancipation et efficacité, démocratie et discipline. Bon, lui, il le pense, c'est pas le seul à l'époque, à partir de la formule de centralisme démocratique. Une formule qui n'a plus bonne presse, parce que c'était la formule qui était utilisée par les staliniens lorsqu'ils voulaient faire de la répression interne. Quelqu'un n'était pas d'accord, il était en désaccord avec le centralisme démocratique. Il y avait du centralisme, mais il n'était pas du tout démocratique. Gramsci, il dit, voilà, faut distinguer le centralisme bureaucratique et le centralisme démocratique. Comment est-ce qu'on peut faire un vrai centralisme démocratique? Bon, il donne que des pistes. Ce qu'il dit, par exemple, c'est que il faut faire une lutte constante contre la bureaucratisation de l'organisation. Alors ça, il pense en particulier à ce qui s'était passé au sein du Parti socialiste, dont la bureaucratisation expliquait la dérive réformiste et l'absence d'intervention utile dans la lutte des classes en 1919-1920 en particulier. Mais ça marcherait aussi évidemment pour les organisations staliniennes. Donc lutte constante contre la bureaucratisation. Pas refus des distinctions hiérarchiques, parce qu'il faut bien qu'il y ait une hiérarchie dans les partis, si on veut qu'ils soient disciplinés et bien organisés, mais refus d'une hiérarchisation figée, rigide, et en particulier d'une hiérarchisation qui recoupe des distinctions de classe. Il ne faut pas que les gens qui dirigent le parti soient les intellectuels et les dirigés soient des gens des classes populaires, par exemple. Formation des militants, formation exigeante pour que même les militants de base ils puissent participer à la discussion, à la prise de décision démocratique. C'est ça le centralisme démocratique, c'est que tout le monde peut discuter dans la prise de décision. Elles sont prises démocratiquement, mais une fois que les décisions sont prises, là on les applique d'une manière disciplinée. Mais pour que la démocratie soit possible à la base, il faut qu'il y ait des moyens intellectuels. Donc à nouveau, l'exigence de l'élévation du niveau intellectuel et politique là en l'occurrence pas des masses en général, mais au moins de la base de l'organisation. Bon, autre élément important pour lui, le recrutement sociologique. Il ne faut évidemment pas que le parti soit recruté exclusivement chez les intellectuels, petits bourgeois, etc. C'est pour ça qu'il prônait à l'époque l'organisation en cellules. Il faut que le parti soit organisé en cellules, notamment d'entreprises, et pas que sur une base locale. Mais bon, ça c'est des vieux débats. En définitive, ce qu'il prône, mais bon, c'est un peu presque un mot d'ordre éthique plus que politique, c'est l'autodiscipline. Donc il faut que les militants soient autodisciplinés, mais comme contrepartie toujours du droit à la participation. Les deux sont censés être corrélatifs. Voilà, donc en tout cas, il a nommé, il permet bien de penser avec son histoire de prince de Machiavel, le prince moderne que serait le parti révolutionnaire. Il permet bien de penser le problème du parti, il donne des pistes pour réfléchir comment résoudre ça, mais bon, évidemment, la solution n'est pas clé en main chez lui. Alors, juste une dernière remarque. Histoire de lutte d'hégémonie, là, lutte hégémonique ou lutte pour l'hégémonie. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ça ne va pas s'arrêter au moment de la prise du pouvoir. Si le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à une société où les masses subalternes atteignent l'autonomie intégrale, ça signifie la destruction, la fin
des inégalités de classe, enfin des contradictions de classe, de la domination de classe, des inégalités intellectuelles, entre intellectuels et masse, et en fait des inégalités ou des dominations dans la vie quotidienne. Donc c'est un processus d'extrêmement long terme et dont la prise du pouvoir n'est qu'un moment. C'est aussi ça, ce qui est intéressant avec cette histoire de guerre de position, c'est que ça replace la lutte politique, la lutte émancipatrice dans une perspective très longue. Et le moment que Gramsci n'abandonne pas de guerre de mouvement, au moment où les masses, quelque forme que ça prenne, mais où les masses renverseront le pouvoir d'État actuel, établiront ou transformeront tellement radicalement ce pouvoir que ça fera un État de type nouveau, à ce moment-là n'est qu'un moment. La guerre de position, elle commence avant, par la construction d'organisations autonomes des subalternes, et elle va se poursuivre bien longtemps après. Puisque si la lutte hégémonique, en particulier dans son aspect culturel, ça implique de changer jusqu'aux sentiments, aux affects des gens, changer leur conception du monde, évidemment c'est quelque chose d'extrêmement profond, et juste la prise du pouvoir d'État, ou même un décret qui socialiserait les moyens de production, ça ne suffit pas. C'est quelque chose de beaucoup plus long terme. Alors, Gramsci n'était pas du tout féministe, et les questions de genre, par exemple, c'est vraiment un point sur lequel il n'y a pas grand-chose, et quand il y a des choses, c'est assez réactionnaire. Mais en fait, avec cette perspective de lutte politique très profonde, jusque dans les aspects quotidiens et sur le très long terme, il ouvre la possibilité de penser ça. Que la lutte hégémonique, du coup, elle ne se réduit pas à elle se réduit pas à la culture, elle ne se réduit pas à la politique, elle ne se réduit pas à l'économie, mais elle prend toutes ces dimensions-là ensemble et elle les prend dans leur niveau le plus profond, jusque dans les rapports interindividuels. Ok, alors, bon, la troisième partie, c'est de voir un peu, d'ouvrir un peu des pistes, mais bon, ça, je pense qu'on va surtout développer ça dans les questions après. C'est pour ça que je pense que ça va être un peu plus court. Ouvrir un peu des pistes de réflexion sur la manière dont ce que nous dit Gramsci peut être ou non utilisé aujourd'hui, doit être transformé ou pas, etc. Bon, déjà, une remarque sur ce que j'ai dit avant, là, Gramsci n'est pas féministe. C'est pas vrai, enfin, il est féministe comme l'était... non, mais de son époque, oui, en fait, il est différentialiste. C'est-à-dire, il y a tout un tas de clivages ou de contradictions qu'il a envie d'abolir ou de dépasser. Contradiction de classe, contradiction entre intellectuels et masse, dirigeants, dirigés, etc. Mais je pense que c'est pas pensable l'idée que les différences de genre, par exemple, pourraient être dépassées pour lui. Il reste différentialiste, je pense, mais il est quand même pour l'égalité des genres, etc. Mais par ailleurs, son cadre de pensée qui défend l'idée, en quelque sorte, que tout est historique et social, qu'il dénaturalise absolument tout. Donc s'il allait jusqu'au bout de ce cadre philosophique, il pourrait arriver à l'idée que même les différences de genre peuvent être dépassées, mais bon, il n'a pas fait quoi. On ne peut pas tout faire. Voilà, en puissance. Voilà. Bon, je voulais pas l'accabler. Donc, pour l'actualité ou non de sa pensée, de tout ce dont on a parlé avant. Bon, il y a une idée déjà de base, une intuition de base de Gramsci qui, je pense, reste donc le point de départ qui est particulièrement actuel. C'est cette idée que les groupes sociaux, classes sociales n'existent en tant que tels que s'ils sont organisés et que du coup, pour reprendre son expression, les volontés collectives sont très fragiles et précaires. Ça, en fait, depuis 50 ans, l'offensive néolibérale, tout ce que le néolibéralisme a fait aux organisations du mouvement ouvrier, les coopter dans certains cas, les vider de leur substance ou de leurs militants dans d'autres, etc. Tout ce travail de sape, en quelque sorte, rend particulièrement actuel la nécessité l'accent mis par Gramsci sur la nécessité du travail d'organisation et le fait que c'est jamais acquis en fait. Dans les années 70, si on avait dit aux militants
de gauche radicale ou d'extrême gauche que le mouvement ouvrier serait dans l'état où il est en Europe occidentale, ils n'y auraient probablement pas cru parce que spontanément, on a tendance à penser que c'est des acquis et que le niveau d'organisation et de conscience est acquis. Bon, les reculs qu'on a connus, comme Gramsci avait connu l'énorme recul, pas forcément dans le niveau de conscience, mais de destruction organisationnelle suite au fascisme, montrent que ces choses-là sont jamais acquises, sont toujours l'effet d'un travail, d'une activité propre d'organisation. Donc ça, c'est vraiment l'intuition initiale, je pense, de Gramsci, l'une de ses intuitions fondamentales, et elle reste particulièrement actuelle. Pour des choses un peu plus précises, concrètes, qu'en est-il de sa conception de la lutte hégémonique? Donc, dans ce que j'ai essayé de vous dire là, dans la deuxième partie, c'est en définitive, à partir d'une classe subalterne fondamentale, à savoir le prolétariat dans son cas, que peut se construire une hégémonie alternative par rapport à l'hégémonie de la classe dominante. Donc pourquoi le prolétariat ? Parce que concentré dans les villes et dans les usines, plus organisé, plus imprégné de conception du monde progressiste et en particulier socialiste, enfin au sens de l'époque, donc marxiste notamment. Donc pour des raisons à la fois économiques, politiques et idéologiques, dans l'Italie de son temps, c'était le prolétariat qui s'imposait de toute évidence comme candidat à une nouvelle hégémonie. Et ce n'était pas le cas de la paysannerie qui était beaucoup plus dispersée, avec un niveau d'éducation plus faible, moins d'organisation. Ça dépendait des régions. Dans le Nord, la paysannerie était très organisée aussi par les socialistes. Mais bon, voilà, ça s'imposait de toute évidence que c'était le prolétariat qui devait assumer le rôle hégémonique. Pour Gramsci, il y avait une claire analogie avec la Révolution française. Dans la Révolution française, donc c'était une révolution bourgeoise pour lui, guidée par l'avant-garde de la bourgeoisie qui étaient les Jacobins, en cela analogue aux bolcheviks, avant-garde du prolétariat. Donc la bourgeoisie, sous l'impulsion de cette pointe avancée qui était le jacobinisme, dans le cas de la Révolution française, a pu mobiliser les masses paysannes, en premier lieu, contre l'Ancien Régime, et donc assurer son hégémonie sur ces masses paysannes. Voilà le modèle, l'analogie à partir de laquelle pense Gramsci. L'analogie s'arrête, évidemment, par le fait que la révolution bourgeoise aboutit au bout d'un moment à une nouvelle domination de classe, alors que la révolution prolétarienne ne doit pas le faire. Donc, dans le cas de la révolution bourgeoise, la lutte hégémonique de la bourgeoisie, à un moment donné, va s'arrêter, l'hégémonie va s'épuiser, et on va jamais disparaître complètement, mais on va retomber sur une domination de classe. Dans le cas de la révolution prolétarienne, il faut que l'hégémonie, parce qu'on a fini sur ça tout à l'heure, s'approfondisse toujours plus. La lutte hégémonique, elle doit continuer après la lutte du pouvoir, jusqu'à ce qu'en définitive, il n'y ait plus un groupe subalterne hégémonique par rapport aux autres subalternes, donc le prolétariat, en particulier par rapport à la paysannerie, mais qu'en gros, tous les subalternes atteignent une autonomie intégrale. Donc en quelque sorte, on peut dire que le modèle de Gramsci pour la lutte hégémonique prolétarienne, c'est un modèle de spirale, on peut dire. À partir de la lutte de l'hégémonie acquise par le prolétariat sur l'ensemble des autres subalternes, il s'agit d'étendre cette hégémonie de plus en plus jusqu'à ce que ça soit l'intégralité des subalternes qui soient dans une position dirigeante de la société, du coup qui est plus de dirigeants et de dirigés. Pour employer ça, désigner ça, il parle parfois d'hégémonie expansive. Et ça rejoint donc l'idée que la lutte hégémonique ne s'arrête pas du tout après la prise du pouvoir, mais doit se poursuivre sur le long terme. Entre parenthèses, c'est l'un des problèmes du stalinisme, c'est ça, c'est que il met fin à la dynamique hégémonique en URSS en se retournant contre la paysannerie. Bon, il y a plein d'autres raisons, la fin de la bureaucratisation, la répression des opposants, la fin de toute démocratie interne au parti, etc. Mais en particulier en se retournant contre la paysannerie par la collectivisation et la répression brutale, il met fin à cette dynamique en spirale, dynamique hégémonique,
alors même que le pouvoir est censé être socialiste, etc. En quel sens aujourd'hui ça aurait ça, de cette hégémonie du prolétariat avant et après, enfin cette perspective d'hégémonie du prolétariat avant la prise du pouvoir et cette poursuite de la lutte hégémonique après la prise du pouvoir. En fait, la situation est extrêmement différente. C'est d'abord ce dont il faut partir. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a évidemment plus une paysannerie majoritaire dans les sociétés d'Europe occidentale dont le prolétariat devrait prendre la direction parce qu'il serait un secteur plus avancé politiquement et idéologiquement. D'un côté, le prolétariat n'est plus une classe en ascension. Le prolétariat au sens strict de classe ouvrière, en particulier de classe ouvrière industrielle, c'est plus une classe en ascension. Ça dépend des secteurs, mais son caractère de classe sociale la plus progressiste politiquement et idéologiquement n'est pas toujours évident. C'est une classe démographiquement en décroissance. Donc en France, l'INSEE, l'Institut statistique, depuis 2019, estime qu'il y a moins d'ouvriers que de cadres. Bon, c'est aussi des catégories statistiques, mais c'est quand même révélateur. Bon, ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, si on adopte une définition plus large de prolétariat, pas comme les ouvriers d'industrie ou même les ouvriers tels que l'INSEE les définit, mais comme des salariés, c'est-à-dire des gens qui doivent vendre leur force de travail pour vivre, là, pour le coup, presque toute la population, 90% de la population, est salariée, donc est prolétaire, dans ce sens très large. Et dans ce sens-là, il n'y a plus besoin de construire une hégémonie du prolétariat sur une autre classe sociale. Ça ne peut pas être le problème stratégique premier de construire l'hégémonie de 90% de la population sur 3% de paysans. Évidemment, la situation n'a aucun rapport avec celle de l'Italie, ou a fortiori de la Russie de 1917. Donc le problème se définit au sein du prolétariat, au sein du salariat. Salariat au sens large. Ce salariat, il est extrêmement, pour employer le terme de Gramsci, désagrégé, fragmenté entre des statuts divers, entre les salariés stables, précaires, entre les chômeurs, entre les étudiants, qu'on peut considérer comme des futurs salariés encore en formation, clivé entre les salariés du public, du privé, de l'intérim, salariat caché des plateformes, etc. Clivé entre les salariés étrangers, ceux qui ont la nationalité du pays, étrangers régularisés ou étrangers sans papier, etc. Clivé entre les urbains, les ruraux, le périurbain. Je ne sais pas si c'est un terme aussi médiatique en Belgique qu'en France, mais le périurbain, c'est vraiment un axe de réflexion et d'interprétation, notamment pour la montée de l'extrême droite important, mais contesté, etc. Donc, évidemment, en plus, à cela s'ajoutent les clivages de genre, de race, etc. Donc, c'est au sein du salariat qu'il y a tous ces clivages, cette désagrégation et cette parcellisation, pour employer le terme de Gramsci, économico-corporative, avec chaque secteur ayant ses intérêts économiques spécifiques. Et c'est à partir de là que se pose la question de l'organisation et de l'unification autonome de ce groupe-là. Donc, il n'y a plus un groupe à partir duquel on sait clairement qu'on va pouvoir reconstruire l'hégémonie comme l'était le prolétariat du temps de Gramsci. Là, on ne sait pas forcément par quel morceau commencer. Bon, cela dit, du temps de Gramsci, il y avait déjà les deux enjeux. Ce n'était pas comme si le prolétariat était parfaitement homogène, politiquement et idéologiquement. Il y avait un double enjeu. Il y avait donc conquérir l'hégémonie du prolétariat sur l'ensemble des masses subalternes, en particulier la paysannerie, mais il y avait aussi construire l'unité organisationnelle et l'homogénéité idéologique du prolétariat lui-même. Puisque de toute façon, déjà, il y avait Parti communiste, il y avait au moins deux partis qui prétendaient, même trois à un moment, les réformistes étaient clivés, donc il y avait Parti communiste et deux partis socialistes réformistes. Et puis, il y avait aussi la masse des ouvriers qui juste n'étaient pas forcément organisés ou pas socialistes, etc. Donc il y avait déjà, évidemment, à l'époque de Gramsci, le problème de l'unification du prolétariat lui-même, en plus du problème de sa conquête de l'hégémonie sur d'autres groupes sociaux. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, à nouveau, je parle à partir du cas français, il faudra voir si ça marche aussi dans le cas belge, il y a sûrement des différences, mais dans les dernières années, il y a eu des tas de luttes radicales et massives
de lutte sociale. Il y a eu plusieurs réformes des retraites qui ont été massivement combattues par des mouvements sociaux. Il y a des mouvements féministes importants, écologistes aussi, anti-impérialistes. Malheureusement, en France, l'anti-impérialisme n'est pas forcément ce qui mobilise le plus. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement un peu difficile à caractériser. Il y a eu des émeutes dans les quartiers populaires en 2023. Voilà, donc il y a un ensemble de luttes subalternes, radicales, pour certaines vraiment massives, mais qui n'arrivent pas à l'emporter et qui restent fragmentées parce qu'il n'y a pas d'articulation hégémonique entre elles. C'est des secteurs sociaux différenciés, assez clairement identifiables à chaque fois, qui se mettent en lutte et qui sont, même si les luttes peuvent se succéder très rapidement, hein, entre le conflit des retraites de 2023 et les émeutes des quartiers populaires, il n'y a pas beaucoup de temps, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'articulation hégémonique. Donc le problème, c'est celui d'une dialectique de renforcement réciproque entre ces luttes subalternes et avec des forces politiques. Autrement dit, dans les termes de Gramsci, ce serait comment construire une dynamique hégémonique à partir de tout ça qui permette de dépasser un niveau de lutte seulement corporatif. Alors comment est-ce que passer de la contestation de telle réforme des retraites à une remise en cause de la domination bourgeoise en général et qui du coup fasse assez clairement le lien à une échelle de masse entre telle lutte et les autres luttes subalternes. Donc c'est un peu analogue à la situation que Gramsci discernait dans le biennio Rousseau, 1919-1920. Comment faire le lien à une échelle de masse entre les luttes ouvrières et les luttes paysannes, qui se passent à peu près au même moment, mais qui ne sont pas assez coordonnées et dans une perspective de remise en cause globale des rapports de classe. Bon, si on parle des subalternes en général, pas que des subalternes en lutte, la désagrégation économico-corporative est encore plus marquée. Il y a des analyses qui sont faites de l'état du champ politique en France qui parlent, moi je suis d'accord avec ça, qui parlent de 3 blocs. Hein. Le bloc macroniste, central, bourgeois, vieux par ailleurs, les retraités votent massivement pour Macron. Et 2 blocs politiques entre lesquels se répartissent les voix des classes populaires, donc le bloc de gauche, maintenant unifié dans une alliance politique, ça s'appelle le Nouveau Front Populaire, et le bloc d'extrême droite, qui attire notamment une grande partie des voix des classes populaires rurales ou donc périurbaines. Donc, Donc en un certain sens, hein, le succès de l'extrême droite pour ces classes populaires plutôt rurales, blanches, peut être compris comme un cas de niveau de conscience ou de défense d'intérêts exclusivement corporatifs, mais comme dit Gramsci, mais poussé à sa limite, avec notamment l'idée de préférence nationale. Le Rassemblement national, il défend l'idée que il y a un certain nombre d'emplois dans la fonction publique, etc., ou un certain nombre d'allocations, etc., qui doivent être réservées aux Français de souche, etc. Et donc, en ce sens-là, il parle aux intérêts corporatistes des classes populaires qui ont la nationalité française et qui sont blancs. Bon, alors, comment penser du coup une dynamique hégémonique dans ce cadre de fragmentation extrêmement profond? Alors, déjà, peut-être que, vu qu'il n'y a plus clairement
une classe à partir de laquelle construire l'hégémonie sur les autres, comme l'était le prolétariat dans le cas de Gramsci, peut-être qu'il faut parler plutôt de penser les choses en termes de pôles hégémoniques au sein des classes subalternes. Il y aurait plusieurs pôles hégémoniques, donc j'ai cité les différentes luttes. Pôle hégémonique, ça signifierait que chacun des secteurs en lutte évoqués s'efforce de devenir donc un pôle à partir duquel hausser le niveau de rapport de force global, le niveau d'organisation et de conscience politique des subalternes en général, et du coup cela en tissant des liens organiques avec les autres pôles. Bon. Du coup, se pose la question de comment tisser ces liens organiques entre un salariat stable en lutte, qui est plutôt la base sociale du mouvement contre la réforme des retraites, un salariat plutôt précarisé, plus rural, comme celui du mouvement des Gilets jaunes, les habitants des quartiers populaires, en particulier racisés, etc. Comment transformer, le problème c'est de comment transformer ces différents secteurs en pôles hégémoniques, entretenant entre eux une dialectique de renforcement réciproque. Bon. Là, d'une perspective gramscienne, la condition première pour réussir à faire ça, c'est d'avoir une ou des organisations de masse qui se donnent explicitement cette tâche-là. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, l'une des organisations de masse qui aurait la possibilité de faire ça, c'est les syndicats. Or, les syndicats, ils sont pas, en France en tout cas, ils ne sont pas toujours à la hauteur de cette tâche-là. Par exemple, ils peuvent, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de réticences, même dans le cas du grand syndicat de lutte qui est la CGT, envers le mouvement des Gilets jaunes, mouvement qui n'était pas compris, qui était un peu méprisé, etc. Et beaucoup de réticences aussi à soutenir ou à les émeutes des quartiers populaires. Dès qu'il y a de la violence, du coup, les syndicats ont peur d'y être associés. Et au lieu d'assumer une attitude, alors pas de dire oui, il faut faire l'émeute, etc., mais au lieu d'assumer une attitude positive, compréhensive, hégémonique, d'essayer de prendre en charge les intérêts spécifiques de ces autres secteurs des classes populaires en lutte, il y a plutôt une sorte de démarcation qui est rejouée à chaque fois. Au-delà du niveau syndical, de toute façon, dans une perspective gramscienne, ça serait forcément au niveau politique que devrait être mise en œuvre l'orchestration des différents pôles hégémoniques dont je parlais. Alors, bon, en France, la grande force de la gauche radicale, c'est la France insoumise dirigée par Mélenchon. Sa réussite réelle, c'est d'avoir réussi, lors des élections, à agréger au moins 3 secteurs des classes, des subalternes, des classes moyennes progressistes, des classes populaires, des secteurs importants des classes populaires, notamment les classes populaires stables, du public, etc. C'est des secteurs dont base sociale du mouvement contre les retraites, par exemple, et des habitants des quartiers populaires, racisés en particulier, musulmans en particulier, étant donné que l'islamophobie est vraiment structurant dans l'espace politique français. Il y a quand même une convergence qui a été réalisée, mais c'est une convergence qui est principalement et presque exclusivement électorale. Elle ne se pérennise pas dans la durée, enfin, peut-être qu'elle va se pérenniser aux différentes élections, mais entre les élections, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, la France insoumise, ce n'est pas une véritable organisation. Elle est implantée à un endroit, c'est principalement dans les centres-villes, donc chez les classes moyennes progressistes, mais dans les quartiers populaires, il y a peu d'implantation, et dans les classes populaires hors zone urbaine, donc dans le rural, périurbain, etc., les bourgs, ce n'est pas... il y a une absence quasi totale. Donc le problème, ce serait du coup de réussir à pérenniser dans la durée une telle convergence qui a pu se manifester dans des élections, qui va sûrement se reproduire dans différentes élections, mais qui ne donne pas forcément lieu à une organisation durable, et encore moins à une auto-organisation des subalternes. Et l'autre problème à plus long terme, stratégique, décisif, ce serait de réussir, même lorsque l'on aura cristallisé, unifié durablement ce pôle progressiste, ce bloc progressiste au sein des subalternes, de réussir à gagner l'hégémonie du coup sur les classes populaires, principalement rurales, périurbaines, etc., et blanches, qui votent
actuellement à l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez, mais il y a eu un gros débat dans la France insoumise entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Et François Ruffin, bon, il a fini par se faire virer. Mais il avait comme mérite de mettre l'accent sur cette... il l'a très mal fait, en clivant inutilement, etc. Mais il avait le mérite de mettre l'accent sur cette tâche qui est nécessaire à long terme, parce que comme en Italie, on ne pouvait pas réussir la révolution juste avec le prolétariat, en France, on ne va pas réussir à changer radicalement les structures sociales et économiques uniquement avec les secteurs déjà progressistes ou acquis à la gauche, au sens large, des subalternes. Il faudra à un moment donné réussir à reconquérir des classes populaires qui actuellement votent à l'extrême droite. Alors, le pari d'un certain nombre de gens, et de Jean-Luc Mélenchon vraisemblablement en particulier, c'est de dire que ça ne pourrait être fait qu'après la prise du pouvoir. Élisez-moi président, et après, on fera les bonnes politiques, etc. Et les classes populaires qui votent à l'extrême droite vont se rendre compte que c'est vachement bien de sortir du néolibéralisme. Oui, enfin, en fait, ça paraît difficile de sortir du néolibéralisme avec un soutien au sein de la population de 30%, quand bien même ces 30% des électeurs se mettraient en lutte aussi socialement, feraient des grèves, etc. Ça reste assez minoritaire. Trop minoritaire pour mettre en branle des changements radicaux. En tout cas, il semble nécessaire d'entamer dès maintenant la tâche de s'adresser et d'essayer de reconquérir, dans la mesure du possible, des parties importantes des classes populaires votant actuellement à l'extrême droite. Bref, dans une situation politique comme ça de tripolarisation, il y a 3 pôles, 3 blocs. La tâche, ce serait de réussir à mettre fin à cette situation et d'arriver à une nouvelle bipolarisation où il y a une gauche radicale, bon, si possible révolutionnaire, mais ça, hors situation de crise, c'est rare, voire ça n'arrive presque jamais que la fraction révolutionnaire l'emporte. C'est au moment de crise que ça peut se contrebalancer, mais bon, l'idéal serait quand même déjà d'arriver à une situation de bipolarisation entre gauche radicale et ayant réussi à reconquérir une partie importante des classes populaires rurales et une droite plus ou moins radicalisée. Alors, évidemment, c'est facile de dire qu'il faut faire ça, mais déjà, en l'occurrence, l'une des choses, c'est déjà d'avoir envie de le faire. Et en l'occurrence, dans le cas français, dans le cas du nouveau Front populaire, cette grande alliance dans laquelle il y a qui va de François Hollande à Philippe Poutou. Bon, tout le monde ne veut pas faire la même chose là-dedans, c'est clair. Mais dans le cas de cette grande alliance, dans son pôle radical, du côté radical, donc la France insoumise, mais aussi le NPA, il s'agit d'avoir envie déjà de faire une construction, de construire une organisation qui soit implantée à un niveau local, assez implantée à un niveau local, y compris dans des régions a priori hostiles, pour à terme essayer de regagner des classes populaires pour le moment plutôt gagnées par l'extrême droite. Alors, du point de vue du programme, une des choses qui correspond bien, je pense, à ce que Gramsci considérait être des revendications, des propositions hégémoniques, c'est la défense des services publics. Pourquoi ? Parce que les services publics, et en général tout ce qui est l'inverse des contre-réformes néolibérales, les services publics, c'est des choses qui par définition sont universelles et donc s'adressent autant aux classes populaires, rurales, blanches, etc., qu'aux quartiers populaires avec beaucoup de personnes racisées, etc. Donc c'est quelque chose qui peut rassembler potentiellement. Donc deuxième piste, comme je vous disais, c'est construire une organisation de masse implantée. Troisième piste, c'est réussir à faire que au sein il y a un travail plus au niveau local, notamment dans les régions hostiles, un travail plus étroit entre partis politiques et syndicats, dépasser la grande distinction un peu dans la gauche française, qui je pense est un peu un obstacle, de la charte d'Amiens, disant que on sépare les tâches des syndicats et les tâches politiques. Là, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de lutter contre l'extrême droite à un niveau local, dans des fronts de lutte antifascistes, il faut forcément que les deux soient liés. Et les syndicats étant les organisations de masse des classes populaires qui subsistent malgré tout, c'est au sein des syndicats et en étendant
l'ampleur de leur activité qu'on peut espérer lutter aussi au quotidien contre les idées d'extrême droite. Quatrième piste, ça serait de dire que d'arriver à adopter des attitudes plus ouvertes envers des mouvements ou des luttes des classes subalternes aux objectifs un peu indéterminés, comme dans le cas des Gilets jaunes, aux méthodes qui peuvent être violentes, comme dans le cas des émeutes des quartiers populaires, etc. De réussir à... Alors ça, pour le coup, à nouveau, le NPA, bien sûr, mais la France Insoumise ont réussi à adopter des attitudes beaucoup plus ouvertes, mais dans le cas des syndicats, comme je vous l'ai dit, c'est pas le cas. Et dans l'ensemble, le problème, on peut dire, ça se résumerait à... pour en revenir à des termes gramsciens, réussir à faire la dialectique donc, de guerre de position, guerre de mouvement. Si on dit que la guerre de position aujourd'hui, c'est la construction organisationnelle, mais c'est aussi aujourd'hui, contrairement à la situation de Gramsci, la participation aux élections, la conquête de position, non seulement dans la société civile, mais aussi dans les institutions, ce qui semble assez crédible. Il est nécessaire de réussir à articuler ça, pas que juste que ce soit une sorte de coïncidence, mais que ce soit vraiment articulé d'une manière productive à la guerre de position, donc à des mouvements sociaux radicaux qui se confrontent directement à l'appareil d'État. À la guerre de mouvement, pardon, tout à fait. Parce que, en fait, les moments où les lignes politiques peuvent bouger, où des gens des classes populaires gagnés à l'extrême droite, par exemple, peuvent se politiser dans un sens progressiste, voire basculer à gauche, c'est pas les élections, c'est des mouvements sociaux. En particulier, les Gilets jaunes, ça a été montré sociologiquement que dans les gens qui ont participé activement, longtemps, etc., il y a pu y avoir de véritables déplacements politiques, comme ça. Et puis même à un niveau local, quand il y a des grèves, etc., ça peut vraiment faire basculer politiquement, dans un sens progressiste, des gens qui, par exemple, étaient plutôt d'extrême droite, etc. Donc, problème de réussir à articuler ça, et ça, à nouveau, c'est une question de volonté politique, vouloir que les organisations politiques ne se contentent pas de gagner des élections, abandonner cette perspective exclusivement électoraliste, mais innerver les mouvements sociaux et promouvoir l'auto-organisation. Alors, à nouveau, pareil, c'est quelque chose que une organisation d'extrême gauche comme le NPA fait, mais dans la grande organisation qu'est la France Insoumise, c'est fait un petit peu on promeut des figures publiques des luttes ouvrières, féministes, antiracistes. Notamment, on les présente comme candidats aux députés, aux législatives. Certaines ont été élues députées aux dernières législatives. C'est très bien, mais c'est pas réellement... C'est donner de la visibilité aux luttes, mais c'est pas les innerver, les impulser, et nourrir l'auto-organisation à un niveau local. Ça suppose d'avoir une organisation de masse avec des militants implantés, etc. Voilà, j'espère que ces considérations sur la situation française vont faire écho un peu à celle en Belgique, mais je vous remercie.